Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de poésie, de littérature, de photographie et de voyage. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Alfredo Pita et le photographe Francisco Gattoni. Francisco, bienvenue à Berbère Télévision. Merci, je suis ravi d'être invité. Merci d'être venu. Alfredo Pita, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Je t'en prie et je commence la discussion avec toi. Donc, tu viens de sortir un nouveau roman en langue espagnole qu'on pourrait traduire par Le Recoin des Morts. C'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ce livre? C'est un roman qui retrace une période de l'histoire péruvienne, mon pays. Oui. Une période très marquée par la violence, c'est la guerre interne, la guerre du Sentier lumineux. Oui. Alors c'est une période qui a changé pas mal de choses dans mon pays et dont j'étais plus ou moins témoin parce qu'en qualité de journaliste, je travaillais dans la zone qui était l'épicentre de la guerre. Et les romans, dans les romans, j'ai travaillé des matériaux que, Oui, en quelque sorte, j'ai accumulés dans ces périodes. Non? Donc, tu as profité un peu de ton vécu de journaliste à cette période-là. Et donc, c'est un peu un témoignage romancé, bien sûr. Très romancé, mais de façon inévitable, à la fois très référé, très proche des choses qui Très se sont proche passées, de la réalité, n'est-ce pas, hein? Oui. Et je crois que donc le principal personnage est un journaliste espagnol, je pense, qui arrive avec un regard un peu extérieur. Et au commencement de l'écriture du livre, je me suis trouvé en face de la complexité de la guerre, de la situation interne péruvienne, pour un Péruvien, est tellement... On a envie d'expliquer tout, Oui. et c'est trop complexe. Alors ça, pour l'écriture d'un roman, ça complique pas mal les choses. Tandis qu'un personnage étranger, avec un regard innocent, mais avec la volonté de comprendre, pouvait approcher les faits péruviens de façon beaucoup plus claire. C'est une belle trouvaille, oui, effectivement, c'est bien vu. Je me suis servi alors de ce personnage espagnol. Oui. La difficulté, c'était écrire et penser comme un espagnol, parce qu'on est différents. Ah, quand même, il y a des différences. On en reparlera de tout ça. Hein? Oui. Juste que je m'intéresse un peu à mon ami Francisco Gattoni, donc, qui est photographe, qui a fait de très belles choses, toujours en relation avec la littérature. Et donc, il y a ce livre, Haïti, en lettres et en images, que tu as fait avec les textes de l'écrivain algérien Yahya Bellaskri. Oui. Alors, c'est quoi ce livre, toi aussi? Mais ce livre est né d'une résidence que nous avons fait ensemble avec Yahya Bellaskri. Cette résidence, ça s'appelle Passager des vents. Et cette résidence est née avec... c'est un poète, un jeune poète haïtien, Oui. et qui a été en résidence dans beaucoup de pays dans le monde. Et notamment même à Villa Médicis à Rome. Donc, ce poète haïtien, il s'est dit il faut que les Haïtiens, même si Haïti c'est un pays pauvre, puissent créer des résidences pour inviter des plasticiens, des écrivains, et avoir un regard extérieur sur Haïti. Donc, nous avons été invités ensemble. Il y avait un autre poète, slammer et français, Julien Delmer, qui est devenu écrivain aussi, et un immense poète haïtien, Georges Casterin. Et donc, on a été un mois en résidence en Haïti. Et de cette expérience commune est né ce livre, parce que tous les deux, nous avons été touchés
Ce pays a l'histoire C'est très de très particulière. belles photos. Effectivement, l'histoire de Haïti est très particulière. Oui. Hein, tu as raison de le dire. Oui. Hein. Mais on plonge un peu dans le vécu hein, à travers tes photos. Hein. C'est un pays qui est toujours traversé par cette pauvreté, par les problèmes politiques et par le tremblement de terre aussi, Oui. hein, qui n'est pas très loin, n'est-ce pas? Oui, parce que c'était en 2012, effectivement, c'était 2 ans après le tremblement de terre. Donc, on a pu mesurer la détresse des gens. Mais en fait, le point de départ et ce qui nous rend très proches avec Yaya Bellascri, tous les deux, nous avons été frappés par la dignité. La dignité des gens, la dignité du peuple. Voilà, exactement. Dans l'adversité, c'est quelque chose qui nous a vraiment extrêmement frappé de voir, par exemple, les matins, vous voyez des colonnes d'élèves qui sont tous impeccablement bien habillés, qui vont à l'école et ils sortent des petites maisons avec les sols en terre battue. Il y a une dignité incroyable qu'on a retrouvée aussi à Port-au-Prince. Par exemple, il n'y a pas de mendiants, quoi. Les gens sont extrêmement pauvres. Et ça nous a touchés et nous avons ces ressentis en commun. Et ça, c'est toujours les points de départ avec les livres que j'ai fait avec les écrivains. Il y a toujours quelque chose qui nous a... il y a toujours quelque chose qui déclenche un peu oui, exactement. L'activité artistique, ton activité artistique. Et donc, pour Haïti, c'est la dignité de la population, malgré sa pauvreté et les difficultés. Voilà, les difficultés, oui, oui. Est-ce que les gens à Haïti ont de l'espoir? Parce que ça peut aller ensemble. Ou bien c'est un pays qui a ses difficultés, encore une fois. Il a énormément de difficultés. Je pense qu'ils ont de l'espoir. L'espoir est toujours présent. Mais bon, ce qui m'a touché, c'est à la fois, je suis admiratif, mais c'est un peu triste aussi. Voilà. Oui. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mendiants. Ça veut dire aussi que peut-être ils ont profondément introjecté chez eux qu'ils peuvent compter que sur eux-mêmes. Que sur eux-mêmes, oui. Et ça c'est dur quand même. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. J'ai moi-même beaucoup d'amis haïtiens qui me disent que l'aide internationale n'a pas été vraiment bien utilisée. Est-ce qu'on le ressent quand on va à Haïti? Écoutez, oui, mais je pense qu'il y a une colère qui monte un peu parce que, en fait, ces organismes humanitaires, c'est-à-dire qu'ils reçoivent beaucoup de dons, mais il y a une partie qui est trop petite, qui arrive effectivement. Il y a des organismes humanitaires qui fonctionnent avec ils ont des frais de fonctionnement internes, si vous voulez, qui sont disproportionnés. Par exemple, et ils ont de l'aide par... oui, ils ont des voitures incroyables. Enfin, il y a des frais qui sont injustifiables pour moi. Enfin, toute cette aide, elle est comme ça perdue. Elle ne va pas, à mon avis, aux gens où il devrait à qui elle est destinée. Exactement. Tout à fait. C'est bien que tu nous le dises parce que toi, tu as été sur le terrain. Je reviens à mon ami Alfredo Pita. Donc, on va revenir encore à ce recoin des morts. Et donc, il me semble que tu as mis du temps pour écrire ce livre, Alfredo, n'est-ce pas? Oui, beaucoup trop. C'est un livre que j'avais commencé à travailler au commencement des années 2000 et dont l'écriture j'ai arrêté vers 2002-2003 pour des raisons. Au Pérou, à ce moment, il a commencé à avoir une littérature de la violence. C'était devenu un petit peu une mode. D'accord. Et ça m'a arrêté tu ne voulais pas être dans ce moule de cette écriture de la mode. Quelque part, je ne voulais pas participer d'une mode. Oui. Et
j'ai arrêté l'écriture du livre, je me suis attelé à mes histoires. J'écris dans ce genre un peu de souhait de la nouvelle. Oui, oui, oui. Tu as écrit de la nouvelle, de la poésie, et tu es journaliste aussi. Voilà. Et alors, j'ai publié 2 livres de nouvelles. Et seulement, il y a trois samples, j'ai repris le roman et je l'ai fini. Et voilà, maintenant il est sorti. Et je pense que je fais bien. Ça m'a donné un peu plus de latitude, de distance par rapport à mes matériaux, etc. Tout à fait. Donc peut-être même que le sujet, le roman a mûri peut-être avec le temps et que tu as peut-être, je ne sais pas, tu vas me le dire, un regard apaisé par rapport à ce qui s'est passé, parce que ça remonte quand même... En quelque sorte apaisé. Oui. En quelque sorte apaisé, mais le sujet est tellement bouleversant. Bien sûr, bien sûr. Et il y a toujours cette espèce de volonté de témoignage, d'indignation sous-jacente. C'est un drame, ça continue à être un drame et le livre était... Tu penses que la situation encore aujourd'hui au Pérou, je ne la connais pas très bien politiquement, tu penses qu'elle n'est pas vraiment réglée? Non. Et c'est ça... C'est ça qui te fait mal en tant qu'écrivain? C'est le constat de que l'histoire dans mon pays se répète à chaque fois et que personne, surtout à niveau des décideurs, apprennent la leçon. Ils n'ont pas la volonté d'apprendre la leçon et moins de résoudre les choses. C'est la faute aux politiques, parce que le Pérou quand même n'est pas un régime autoritaire aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, non et formellement. Mais dans la réalité, réalité beaucoup plus complexe. Il y a un autoritarisme et il y a une imposition. On ne peut pas l'appeler dictatorielle, mais c'est une imposition des faits d'une classe, d'une couche de la population qui était toujours privilégiée depuis le commencement de la République. D'accord, et qui domine toujours. Continue à dominer, sont les descendants des anciens conquérants. Oui. Et ils continuent à développer ce mécanisme de privilèges et d'injustice qui soumet à la population, à la plupart de la population, à des conditions terribles, inhumaines. Voilà. Après, ça crée des conditions que des fous extrémistes en profitent, créent des situations comme la guerre du sentier lumineux. Et que devient le sentier lumineux aujourd'hui? Ils ont été défaits. Ils ont été défaits militairement. Ils ont été défaits. Il y a eu une guerre implacable que l'armée a livrée au sentier lumineux, mais surtout à la population qui éventuellement aurait pu être contaminée pour le sentier lumineux. Et comme ça, ils ont disparu à 75 000 Péruviens dans la plupart des cas. Durant cette guerre, il y a eu 75 000 victimes, c'est ça? C'est surtout des civils Surtout des civils, surtout des paysans, surtout des gens innocents. Est-ce qu'on peut dire que c'est une guerre un peu programmée, entre guillemets, pour faire des victimes et une grande partie dans les couches basses de la société? C'est terrible de le dire, c'est terrible de le penser. Mais si on va si on mène une réflexion historique, disons, jusqu'à les dernières conséquences, il y a quelque part une volonté En général, l'élite péruvienne ignore ces populations. Ce sont les Indiens, sont les gens qui ont été toujours aux yeux de cette élite, des gens qui sont moins que rien du tout. Oui. Et je pense que si on donne à cette élite l'occasion, comme c'était le cas de la guerre provoquée pour le sentier lumineux,
il développe rapidement des réflexes d'extermination. Il y a eu une volonté délibérée de tuer la plus grande quantité de gens, quoi. En 10 ans, 15 ans, ils sont disparus, 75 000 C'est terrible. paysans. C'est terrible. C'est terrible. Hein? Ouais. Et il y a eu des cas dans d'autres pays, hein, mais c'est toujours triste de le constater, Ouais. hein, qu'il y a quand même cette élite qui se sert de conflits militaires pour régler des comptes aux plus faibles. Hein. Exactement. C'est récurrent dans beaucoup Ouais. de pays. Hein. Et c'est le cas, dans le cas du Pérou, ça reproduit des situations qui se sont produites, par exemple, dans des pays centro-américains, D'accord. comme le Guatemala, Guatemala. Ou même le Mexique. Hein. Mais quelque part, il y a une certaine nostalgie dans cette élite de ne pas avoir pu faire la même chose que les États-Unis qui ont nettoyé le territoire. Qui ont exterminé les Indiens, Exactement. le peuple autochtone. Exactement. C'est-à-dire, eux, ils auraient aimé faire la même chose. Quelque C'est part. incroyable. Quelque part. Il y a quelque chose de ça, oui. Et dans des différents pays latino-américains, des élites, cette couche qui a produit l'effet colonial, Oui. développe ce réflexe. Là, c'est pour ça qu'on trouve des discours racistes invraisemblables. Racistes envers les peuples autochtones, par Exactement. exemple les Indiens. Oui. Oui, oui, oui. C'est Des gens terrible, c'est parce des que, gens à vrai dire, c'est leur pays. Hein, Oui. Ils sont là bien avant cette élite. Oui, oui, non, mais l'effet colonial en Amérique latine, Amérique du Sud et même au Mexique a produit des situations absolument inhumaines. On pense, par exemple, au Pérou, que l'extermination des Indiens n'a pas arrivé jusqu'aux dernières conséquences parce qu'ils avaient besoin, les Espagnols de l'époque, de ces populations pour la production minière. Pour les etc. faire travailler, au fait. Exactement, exactement. C'est terrible. Hein. On va revenir à ce sujet. Je vais donner la parole à Francisco Gattone. Donc, il y a aussi ce livre sur Rome, Rome par-delà les chemins, avec Carla Suarez. Oui. Alors, c'est publié chez Le Bec en l'air. Rome est une belle ville. Tu y viens. Est-ce que tu es né à Rome? Oui, je suis né à Rome. Eh ben, c'est magnifique. Alors, c'est quoi cette ville, Rome, cette ville d'histoire? Ben, c'est une ville. Grande histoire. C'est une ville unique parce que, si vous voulez, représenter 2000 ans d'histoire en continu, quoi. Elle continue, effectivement. Voilà. Donc, à travers les regards de Carla Suarez, qui est une cubaine qui a vécu à Rome 5 ans et avec qui j'avais déjà fait un livre sur Cuba. Le livre sur Cuba que j'avais fait, elle a écrit ses souvenirs de jeunesse en partant de mon reportage photographique. D'accord. Et là, c'est le contraire. J'ai fait les photos en partant des souvenirs du regard de Carla, donc, qui arrive en Europe, comme les Italiens qui arrivaient en Amérique. Elle crie Europe dans l'avion. Voilà. Oui. Donc, Carla nous raconte ma ville et moi avec un regard à la fois de l'intérieur et de l'extérieur parce que ça fait 35 ans que j'habite ici en France, même si mon accent ne l'indique pas. Si, ça va quand même, ça va. Alors, on a décidé de faire ce livre ensemble, et voilà. Ça, et toi, donc, effectivement, c'est bien que tu nous dises, donc tu es un peu sorti de Rome. Donc, oui, voilà. Et quand tu retournes dans ta ville natale, qu'est-ce qui te marque? C'est des souvenirs d'enfance? C'est un peu la nostalgie? Écoute, Joseph, c'est une nostalgie, une grande nostalgie parce que j'ai laissé Rome, je suis parti dans les années
fin 70, Oui. 79. 79 quand même, Et ça donc, remonte à loin. j'ai des souvenirs incroyables. En plein centre de Rome, il y avait des cafés à côté de la Piazza Navona, fréquentés par les peuples. D'accord. Par les peuples qui affectionnaient Pasolini et tout ça. Et maintenant, quand je retourne les mêmes lieux, je vois des jeunes gominés, un peu pervertis par la télé, par l'argent, Oui. comme ça, cette Donc, nouvelle tu ne religion. retrouves plus ton Rome de ton Je la enfance. je la retrouve plus. Et pour la retrouver, je dois aller à l'extérieur, dans la périphérie de Rome. Ah oui. Et là, ça a changé parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui avant n'existaient pas. Parce que les Italiens, même si maintenant ils ont tendance à l'oublier, ils sont partis partout C'est vrai. pour une vie meilleure. Mais maintenant, il y a des étrangers qui s'installent. Maintenant, il y a des étrangers qui viennent s'installer chez eux. Et il y a même une forme de racisme très, très prononcée parce que c'est un phénomène, je pense, assez nouveau en Italie. Mais donc, pour retrouver cette Rome populaire que j'affectionnais, je suis obligé de sortir un peu du centre et je la retrouve dans ces quartiers Un peu populaire. plus populaires et mélangés. Métissé. Métissé. Oui. Voilà. Et le regard de Carla Suarez, si tu peux nous le résumer un petit peu. Elle n'est pas née à Rome, elle vient de Cuba. Comment elle regarde cette ville? J'imagine qu'elle aime bien cette ville aussi. Oui, c'est devenu une ville d'adoption pour elle. Et donc, bon, il y avait aussi ces mythes de l'Europe pour elle. Et quand elle arrive à Rome, et elle voit, par exemple, en sortant d'une petite ruelle, quand elle voit Oui. la Fontana di Trevi, que c'est immense, Ah oui. elle est très impressionnée. Il y a toutes les réminiscences, les films qu'elle a vus avec Marcello Mastroianni. Bien sûr. Voilà, tout ça pour elle, c'est une merveille. Et quand elle voit les Colisées, c'est un émerveillement absolu. Pour elle et pour tous ceux qui voilà, visitent donc, Rome, bien sûr. oui, mais pour un Romain, on se rend compte de la beauté à la fois et de la richesse de Rome quand on l'a quitté. Quand on s'en éloigne. C'est assez classique, hein, mon ami Francesco Gattoni. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Alfredo Pita et le photographe Francisco Gattoni. On continue avec Francesco. Donc, c'est Rome, c'est son histoire. Et toi, donc, tu es né à Rome. C'est quoi l'histoire antique de Rome qui te fascine le plus? C'est la puissance, l'empire romain qui a régné sur pratiquement tout le pourtour méditerranéen. Oui, ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école. Bon, mais c'est pas ça. C'est surtout cette continuité qui a dans les siècles. Qu'on peut ressentir dans la ville même avec ses ruines, ses monuments. Exactement, c'est ça qui est particulier à Rome. C'est une ville où on peut se perdre et on retrouve les différentes époques et toutes sont représentées. Et ça, et bon, je dois dire que Carla, elle m'a appris beaucoup de choses. C'est vrai, elle t'a appris. Alors, cette femme cubaine, elle t'a appris beaucoup de choses sur ta ville natale, Rome. Oui, parce que je suis parti, j'avais 23 ans, et elle s'est vraiment intéressée. Elle s'est intéressée à l'histoire de plus près. Ben, elle était fascinée, elle aime la ville, bien sûr. Elle était fascinée, et en fait, l'histoire avec Carla aussi, c'est assez particulier. Il y a une anecdote. En fait, je l'ai connue parce que j'ai fait. Bon, peut-être après on en parlera. Oui, mais tu peux parler, il n'y a pas de problème. Oui. Tu as fait les écrivains du monde. Voilà. Oui, bien sûr. Pendant longtemps, j'ai fait des portraits d'écrivains. On en parlera, oui. Et à l'occasion du premier livre de Carla, oui. Je devais la photographier et on m'a dit qu'elle parlait italien. En fait, elle parlait romain.
Ah d'accord. Donc il y a une différence entre l'italien et le romain. Oui, parce que l'Italie, c'est quand même une réalité très régionale. Il y a Oui. des dialectes qui sont très présents. D'accord, Voilà. d'accord. Il y a des différences. D'accord. Oui. On en reparlera et je reviens à mon ami Alfredo Pita. Donc, tu as publié aussi un autre roman, Le Chasseur absent, donc, qui a été publié en France chez Métallier, je crois, en l'an 2000, qui a eu un prix important. C'est quoi ce livre alors, Le Chasseur absent? C'est un roman et encore de la réalité centrée dans des situations très péruviennes, Oui, mais qui aborde une autre époque. Parle du monde universitaire Oui. qui était le mien. c'est l'époque de ta jeunesse, on va ma dire? jeunesse. Et il parle aussi des événements politiques D'accord. et des faits politiques de cette époque. C'est- Mais c'est un roman que je travaillais plus dans la tessiture du thriller. D'accord, Oui. d'accord. Et, et oui, qui me permet d'expliquer un petit peu mon pays de cette époque. Oui. Cette époque, donc c'était un peu avant la guerre, avant la guerre ou bien c'est après? C'est plus ou moins 15 ans avant la guerre de D'accord. Fertier, mais c'est une période de violence encore. Encore. Oui, mais c'est l'époque où en Amérique latine, dans des différents pays, il y a eu une jeunesse qui a essayé de subvertir l'ordre. C'est une jeunesse qui a été un peu dans ses idées gauchistes, on va dire, Très de la ins- révolution. Très inspiré par la révolution cubaine et le Che Guevara. Voilà. Et- mais c'est une autre démarche, si on compare cette jeunesse avec les Sentiers lumineux, que c'était des gens d'inspiration maoïste et qui Oui. avaient des réflexes, disons, un peu primaires. Oui. Les gens de 65 ou de 67, les gens qui suivaient Oui. le Che Guevara, c'était beaucoup plus un regard beaucoup plus complexe et Beaucoup une plus attitude- intellectuel, peut-être? Exactement, exactement. Ils n'étaient pas des terroristes. Voilà. Ils n'étaient pas dans l'action armée, au fait. Ils Peut-être étaient- qu'ils étaient dans une lutte d'idées. Non, ils étaient dans l'action. Ils aussi. avaient la volonté, et c'est une génération qui est allée à la montagne D'accord. se faire tuer, ils se sont sacrifiés, mais ils n'avaient pas la volonté terroriste d'assassiner pour impressionner ou pour contrôler des populations, par exemple. D'accord. Cette attitude qui a eu les Sentiers lumineux a permis que l'armée, après, développe le même réflexe et tout cela a fini en 75 000 morts. Tandis que l'effet d'armes de la génération guévariste, disons, Oui. dont je parle dans Le Chasseur absent, bon, il y a eu des morts, mais c'était surtout les intellectuels qui étaient allés dans la montagne pour essayer de reproduire la révolution cubaine. D'accord. Et il a eu un prix, et c'est quel prix donc, que ce livre a eu? Le livre a obtenu un prix qui était décerné à l'époque en Espagne, Oui. qui s'appelait Las dos orillas, les deux rives, D'accord. en D'accord. faisant référence à l'Espagne et à l'Amérique latine. Non? D'accord. Et ce livre, donc, tu l'as écrit après que tu sois venu en France, parce que donc, tu arrives en France en 1984, c'est ça? C'est ça. Et tu es journaliste, donc ce livre, tu l'as écrit juste au moment de ton arrivée, ou bien tu as pris le temps, encore une fois? Quelques temps après mon arrivée, j'ai commencé à travailler le roman, mais comme je commençais pour publier aussi des nouvelles, je me rends compte maintenant que tu me poses la question que je n'ai pas tellement je suis pas tellement pressé pour. C'est très bien pour un écrivain. C'est très bien pour un écrivain. Oui, c'est une force. Il a été traduit dans plusieurs langues. Aussi, oui, c'est bien que tu le dises, Oui. Francesco. Oui. Oui. C'est un prix Le prix était formidable. Le livre, le prix, il était décerné au Salon du livre ibéro-américain de Gijón, en Espagne. Il y avait D'accord. un salon très important qui continue encore, il me semble, a été arrêté.
je crois. Et les prix en soi, il y avait un diplôme, il y avait un objet, mais surtout, c'était que 5 importantes maisons d'édition européennes prenaient en charge les livres et les traductions. C'est très bien, c'est très bien. Donc Ouais, c'était c'est déjà important. un encouragement. Au-delà du prix, c'est un encouragement. Ça m'a permis d'exister. À travers d'autres langues, bien sûr. Exactement. C'était quelle langue, si tu te souviens? Oui, les livres étaient publiés en italien, Oui, en français, oui. en portugais, Portugais, oui, en grec en grec aussi, Oui. c'est très bien. C'est très et bien. en allemand. Mais avec l'édition allemande, il y a eu des histoires et des problèmes. Ah oui? Oui. Ben, tu peux nous le dire, mais si ce n'est pas important, tu Non, peux c'est- ne pas les dire Non. aussi. C'est le milieu éditorial, Oui, exactement. c'est le monde des livres que Francisco, le monde des livres et des écrivains. Alors, écrivain du monde d'écrivains, photographie de Francisco Gattone, c'est Ophélive. Alors, c'est quoi ce livre alors? C'est le 7e Festival international de la littérature et du livre jeunesse. Oui. Oui, donc à l'occasion de ce festival, j'ai fait une exposition où il y avait 50 portraits d'écrivains. 50, c'est énorme. 50 portraits d'écrivains du monde entier. Dont Alfredo Pita. Dont Alfredo Pita. Voilà. Et il y avait ces 50 portraits dans les sites même du festival, Oui. mais aussi et surtout dans les métros d'Alger. C'était la première fois qu'on faisait une exposition De photos d'écrivains, ou bien carrément. C'est la Carrément, première c'est-à-dire exposition dans le dans métro les métros d'Alger. Alger. Eh bien, mon ami, Donc, tu es un pionnier. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Ouais, ça a été une expérience extraordinaire. Les gens, Les gens, ils regardaient, ils ont adoré, ils se posaient vraiment. des questions sur les écrivains. D'autant- D'abord, les photos sont très belles, hein. Et puis, donc, Oui, d'autant- ils apprenaient des choses. Donc, Oui, il y avait c'est une ça. notice sur l'écrivain. C'est Un petit la peu. particularité de cette exposition écrivains du monde des écrivains, c'est que j'ai demandé à la plupart de ces écrivains d'écrire un court texte. Voilà, de En présentation partant- d'eux-mêmes. Non, Non, en partant du portrait que j'avais saisi. Ah, d'accord, d'accord. Donc- Ça, c'est encore mieux. Oui. Et donc, les photos, ils étaient exposés avec ces textes écrits en Textes écrits français et en arabe. Par Donc, l'écrivain lui-même. par l'écrivain lui-même. Donc, les gens, ils s'arrêtaient, ils étaient très, très curieux. Et, Bah oui, bien sûr. Et ça a eu vraiment beaucoup de succès. Et je voyais, en prenant les métros, les gens ils s'intéressaient beaucoup. Bien sûr, bien sûr. Alors, Mais les moi, photos. j'ai écrit en arabe. Bah oui, Non, le texte, il a été traduit. il a été traduit en arabe. Il a été traduit. Et donc, mais les photos, tu les as fait pour la plupart bien avant. Bien avant. sûr, parce oui, que je vois voilà. que, En fait, j'ai travaillé pendant 17 ans avec Le Monde. Le journal Le Monde, c'est d'ailleurs Oui. les premiers journaux avec qui j'ai Tu as collaboré, d'accord? Tu as collaboré. travaillé, oui. Et c'était surtout des portraits d'écrivains. J'ai travaillé D'accord. pour Le Monde des livres. Et donc, c'est une série que j'ai continuée par la suite et que je continue encore maintenant. Bah, tu pourras toujours la continuer, bien sûr. Tu as certainement oui. des photos que personne n'a aujourd'hui, c'est sûr. Bah oui, il y en a. il y a des C'est écrivains. clair. Est-ce qu'il y a des écrivains dont tu as pris des photos et qui t'ont vraiment marqué, vraiment marqué? Écoutez, j'ai un grand souvenir de Naguib Mahfouz, Naguib Mahfouz, j'ai l'Égyptien, fait- prix Nobel de littérature. que j'ai photographié au Caire, Au Caire, dans son journal Al-Aram. Al-Ahram, oui. Al-Aram. Et bon, j'étais très impressionné. C'était quelqu'un de vraiment très humble. Et moi, j'étais tellement impressionné. Normalement, un photographe portraitiste, quand il fait un portrait d'un écrivain, il fait, je sais pas, 100, 150 photos. Oui. Et moi, j'étais tellement impressionné et j'étais un peu gêné parce que, en plus, lui, il avait compris qu'il y avait aussi une interview Ah, d'accord. et c'était pas le cas. Et donc, j'étais vraiment pas très à l'aise. Et donc, j'ai fait 11 photos, en tout et pour tout. Et j'avais pas envie
de les déranger. Encore plus, oui. Il était tellement gentil, tellement... Et ça s'est fait dans un café ou bien dans le journal? Dans les journaux. Dans le journal, Dans les d'accord. journaux, mais Parce que lui, il a l'habitude d'être donc, dans le café et d'écrire oui. même dans le café. Oui, c'est vrai, on m'a dit ça après. Voilà. Mais donc, j'étais tellement impressionné par lui que je n'ai pas osé de faire plus de 11 photos. Et heureusement, parmi ces 11 photos, il y avait des il belles. y a une très belle photo. Ah ben c'est très bien. Mais sinon, et donc, quand tu as fait la photo d'Alfredo Pita, il t'a pas impressionné alors? Il est là, hein, il va te dire. C'était le contraire. Mais avec Alfredo, on est amis depuis longtemps. Et donc, je dois dire, j'étais un peu moins impressionné. Ben oui, bien sûr. On est vraiment très amis depuis des années. Tu es ami aussi avec Yahya Bellaskri, hein? Et il y a sa photo là. Hein? Oui, oui, oui. C'est une belle photo, hein? C'est une belle photo et d'ailleurs, il a voulu se faire photographier où vous savez, où les Algériens étaient sur la rive de... Le 17 octobre, la Seine, oui. Voilà. Des Algériens avaient été jetés à la Seine. À la Seine. Et donc, un grand écrivain d'Amérique latine, Garcia Marquez, a été arrêté par la police française. Ah, ça, je ne savais pas. Ah oui, il a été arrêté. On l'avait pris pour un Algérien. C'est lui qui raconte. Hein. Ah oui, il était facilement oui, on l'avait pris pour un Algérien. Mais lui, tu ne l'as pas photographié, tu n'as pas eu l'occasion. Non. Mais il y a comme ça des écrivains qui... Par exemple, j'aurais adoré photographier Beckett. Beckett, oui. Voilà. Et j'ai essayé, mais bon, il était vraiment très, très difficilement joignable. Il y a comme ça des écrivains, ça reste un grand regret. Ah oui, c'est l'un de tes regrets de ne pas avoir photographié Beckett. Beckett. D'accord. Et les Italiens, les écrivains italiens alors? Est-ce qu'il y a des écrivains que tu n'as pas photographiés et que tu regrettes de ne pas avoir photographié? Il y en a? Oui. C'est qui? Ben, écoutez, c'est déjà, par exemple, Calvino, mais c'était d'une autre... Oui, Italo Calvino. Oui, voilà. Mais sinon, oui, mais j'ai photographié quand même, j'ai pu photographier Moravia. Oui, Moravia, oui. d'accord. Camilleri, Henri De Luca. Henri De Luca, oui. il est là, il est toujours vivant, il a toujours du succès. Oui. Qu'est-ce qui fait la force de son œuvre, si tu pouvais nous dire un petit peu? C'est un peu cette proximité avec les couches populaires, non? Oui, mais je pense que c'est aussi une écriture qui est teintée de poésie. D'accord. Je pense que c'est une écriture très particulière. D'ailleurs, il y a vraiment, les avis sont très partagés. D'accord, sur son écriture. Soit on aime, soit on déteste. Soit on aime beaucoup, soit on déteste. Ouais, moi j'aime. C'est très bien. Je reviens à Alfredo. Donc, tu écris de la poésie, mais est-ce que tu as publié des livres de poésie, Alfredo? Un livre de poésie. Un livre de poésie. C'était au Pérou? Non, toujours à Paris, mais en espagnol. En espagnol, d'accord. Oui. En fait, j'ai commencé mon travail d'écriture comme poète. D'accord. Très jeune, à 17 ans, j'ai eu un prix relativement important, en tout cas un prix significatif. C'est magnifique, tu étais jeune, 17 ans, c'est jeune. Oui, alors j'ai commencé comme ça, mais avant ça, j'ai décidé que je n'étais pas poète. Et que je devais écrire autre chose. Écrire autre chose, m'orienter du côté du journalisme, etc. Il y avait en moi une espèce de conflit, je voulais être utile. D'accord. Tu pensais qu'à ce moment-là, la poésie était un peu loin de la réalité, qu'elle n'était pas aussi utile que la nouvelle, que le roman, que le journalisme? Non, par rapport à la poésie, c'était une espèce de conscience de que la poésie, que je voyais comme l'effet essentiel de l'acte de création littéraire, c'était quelque chose trop difficile pour moi. D'accord.
Alors, je me sentais obligé à un acte d'honnêteté envers moi-même et me dire quelque chose que je n'étais pas vraiment un poète. C'est pas facile à se l'avouer, hein, surtout à cet âge-là. À 20 ans, on est pris un peu dans les tourbillons de la poésie, des mots, hein, parfois, souvent de l'amour, des projets qu'on peut avoir, n'est-ce pas? Oui, un excès d'exigence. Non, avec le temps, j'ai découvert qu'en fait, la poésie peut habiter même la prose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même une narration très réaliste et plein de poésie peut être chargée de poésie. C'est vrai. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, quand un roman est réussi, les critiques disent toujours que c'est un roman poétique. Oui. Dans beaucoup de pays, n'est-ce pas? Et tu as écrit aussi des nouvelles. J'écris beaucoup de nouvelles. Et tu en as publié? 3 livres. 3 livres de nouvelles. De nouvelles. C'est au Pérou, en France? Au Pérou. Au Pérou. Au Pérou, parce qu'ici, en France, comme tu dois le savoir. Oui, la nouvelle n'a pas vraiment sa place en France. Dans les pays des Maupassant, oui. C'est incroyable. C'est incroyable, effectivement. Oui, oui, ce changement de cap. Je n'arrive pas jusqu'à maintenant à m'expliquer quel a été le mécanisme qui a fait que soit le public, soit les éditeurs, soit les deux, ils sont arrivés à la conclusion de que la nouvelle, ce n'est pas un genre majeur, digne. Oui, oui. Dans le pays de Maupassant. C'est vrai, dans le pays de Maupassant, oui, oui. Mais ça fait tache d'huile et le même phénomène, on peut le percevoir maintenant en Espagne. Ah oui, en Espagne aussi. Ah oui. C'est incroyable. Oui. Et je pense que c'est un problème, ça a un rapport avec les marchés et les considérations des marchés, etc. C'est possible. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose là-dessus. En tout cas, la nouvelle comme genre, c'est un genre formidable. Genre magnifique, bien sûr, bien sûr. Et en Amérique latine, on continue à le pratiquer d'une façon très... À l'encourager, c'est très bien. Comme aux États-Unis d'Amérique aussi. Hein. Aux États-Unis d'Amérique, la nouvelle reste un genre majeur. Un des écrivains plus importants de l'Amérique latine du XXe siècle, Jorge Luis Borges. Borges, oui. C'est essentiellement un nouvelliste. Un nouvelliste, oui, tout à fait. Mais Cortázar aussi. Cortázar aussi, oui. Et dans le cas de mon pays, le cas de Julio Ramón Ribeiro, oui. Ils sont des gens qui viennent directement de cette famille d'écrivains européens, que c'est Maupassant, Tchekhov. Oui, oui, Tchekhov, oui. C'est vrai. Et, oui. Peut-être qu'aussi les médias ne jouent pas le jeu en France. Hein, si on remarque par exemple que les journaux, les revues ne publient pas beaucoup de nouvelles, hein, si ce n'est pas du tout. Hein. Oui. C'est vrai. Et les médias aident, encouragent la nouvelle, instaurent même cette tradition de lire la nouvelle. La presse aussi est responsable. Oui. Parce là, il y a une enquête à faire. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que les choses se passent comme ça? Pourquoi la nouvelle n'a plus sa place de jadis, hein? Tu peux la faire, Alfredo Pita, parce que tu es journaliste aussi. Alors, entre ton métier de journaliste et d'écrivain, alors, est-ce qu'ils se bagarrent un peu l'un et l'autre? Bien, ils travaillent ensemble, ils s'entraident un petit peu? Et je pense que longtemps, le journalisme m'a empêché d'écrire comme j'aurais voulu. Oui. Mais à la fois, je pense qu'il m'a donné le temps de la réflexion et m'a donné aussi les matériaux. Et je ne regrette pas mon métier de journaliste. Je n'ai rien. Il me semble qu'il n'y a pas eu de conflit finalement. C'est très bien. Donc les deux métiers ont cheminé ensemble et quelque part donc se sont enrichis l'un l'autre. C'est très bien. Et toi, Francisco, alors, la littérature, hein, la poésie, elle t'aide dans tes photos ou pas du tout? Mais écoutez, pour les portraits, je dois dire que
je m'intéresse aussi bien À l'œuvre de l'écrivain, bien sûr. Oui, quand j'ai fait, même avant, quand j'avais une commande, on avait le temps toujours de lire un peu. On nous donnait même des articles déjà sur les livres que la photo devait illustrer. Et ça aide. Ça aide. Quand je connais déjà un auteur, on peut donner un sens supplémentaire Oui. au portrait. Tu peux peut-être imaginer la photo, la manière de Oui, faire la la photo, manière, peut-être même les lieux. Oui, donner un sens. Par exemple, j'avais photographié Manuel Rivas, et effectivement, dans la photo, il y a un élément, une ombre qui est derrière, qu'on retrouve dans le livre. Dans le livre. Voilà. Et donc, ça aide, ça aide vraiment quand on connaît l'auteur, mais bon, on n'a pas toujours le temps. En plus, j'ai photographié énormément. Ah, bah oui, bien sûr. Et donc, quand tu travaillais au monde des livres, comment ça se passait? On te disait, telle photo va accompagner tel article? Exactement. Et on me donnait aussi, comme je disais, des articles ou quelques notions sur les livres qui allaient sortir et tout ça. Et ça, je pense qu'il y a un temps de réflexion que maintenant il n'existe plus. Tout se passe très vite. Tout se passe très vite. Et d'ailleurs, les journaux, ils font de moins en moins de commandes. Des commandes, ils préfèrent chercher ailleurs, peut-être même sur Internet. Une agence, d'accord. Une agence, tout se passe par agence. Avant, il y avait tout ce travail et il y avait toutes sortes de métiers aussi qui allaient avec. Il y a un coursier qui venait chercher les photos et tout ça. C'est tout un monde qui a disparu. Tout un monde qui a disparu avec le numérique et avec l'utilisation du numérique aussi qu'on a fait parce que c'est pas... Du numérique, peut-être aujourd'hui de la vidéo aussi. Oui. Et donc, voilà, c'était vraiment une autre façon de fonctionner. Et je trouve qu'il y avait plus de vie. Plus de moments de réflexion, quoi. Tout maintenant va très vite. Et même dans la photo, avec le numérique, maintenant on regarde plus ou moins derrière tout de suite. Oui. Avant, il fallait faire des photos en aveugle, comme ça on ne savait pas qu'est-ce qu'il y avait. Sûr, on savait pas après on développe les fils, après on regarde les planches contact. Oui. Et c'est là que c'est intéressant parce que il y a des photos évidentes, mais il y a d'autres qui se cachent. Tout à fait. Et qui sont peut-être plus intéressantes. Oui, mais parfois tu es bien surpris aussi. Il y avait de belles surprises. Mais oui, même des fois à distance d'années. À des années, des années plus tard. Des années plus tard. J'ai découvert. Et maintenant avec le numérique. C'est comme ça que commence 100 ans de solitude. C'est l'incipit de 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Bien des années plus tard. Et donc Alfredo Pita. Alors, tu es à Paris depuis des années. Quelle est l'influence de cette ville magique sur l'Amérique latine, sur les créateurs de l'Amérique latine? Parce que beaucoup d'écrivains, beaucoup de grands écrivains d'Amérique latine ont vécu à Paris. Oui, et surtout dans les périodes des années 50, 60, 70. Oui. Et un peu moins maintenant. Il y a eu un parenthèse que je pense qui est en train de se fermer, où certains écrivains jeunes latino-américains, pas seulement péruviens, ont commencé à regarder vers les États-Unis. Ah d'accord. Oui, et ça a eu, me semble que ça a eu un certain rapport avec une espèce de fascination pour pour l'Amérique, pour les États-Unis. Pour les États-Unis, et dans la mesure que la conviction de que l'Europe, y compris Paris, était entrée en décadence de façon globale. Oui. Et je pense que les gens commencent à déchanter et à découvrir que les États-Unis ne sont pas
le Vatican culturel. Et donc Eh il ben, rêvait. tant mieux alors, tant mieux. Voilà, Donc ils et vont il commence revenir, à rêver- j'espère, un il peu commence à vers revenir, Paris oui, et oui. quelques villes nombreuses Oui. d'ailleurs Et- en Europe. Et on retrouve la situation où Paris continue à être un grand laboratoire culturel. Et les raisons pour lesquelles Garcia Marquez, Carpentier Oui. et tant d'autres, Fuentes, Vargas Llosa, ont travaillé à Paris, je pense que subsistent. D'accord. Ouais. Malheureusement, on arrive au bout de notre voyage, de la fin de l'émission. Un dernier mot peut-être, Francisco, Gattoni, ou bien quelque chose qu'on a oublié? Bah, par rapport à mon travail, la seule chose que je n'ai pas dit, Oui, si vous voulez, bon, bien sûr. c'est que je m'intéresse aussi à des gens auxquels on ne s'intéresse pas. J'ai fait un livre C'est très bien. sur le portrait des banlieues. Non, je n'ai pas fait un livre sur le portrait des banlieues, j'ai fait une série, Les portraits des C'est banlieues. très bien. C'est sur les 93, puisqu'on Oui. est à Le Montreuil. 9-3, on est en Montreuil, Le 9-3. effectivement. Parce que, si vous voulez, j'en avais un peu marre qu'on mette toujours en avant Les choses qui ne marchent pas. Voilà. Et moi, je trouve que la Seine-Saint-Denis, c'est un terrain incroyable de rencontres. Oui, oui, de des grandes cultures, expériences des humaines, cultures, oui, oui. des religions. De métissage, Et c'est oui. le cas, c'est important de le dire maintenant. Donc voilà. Eh bien, bravo, Ouais. bravo, et merci d'être venu dans le graffiti. Alfredo aussi, hein, peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien un dernier mot. Et je pense que, non, pas grand-chose. Je pense que tu m'as permis d'exprimer plus ou moins ma démarche. Je vais continuer à écrire. Eh bien, bonne continuation. Merci d'être venu dans Graffiti. Merci d'être passé à Berbère Télévision. Merci à toi. Vous Joseph. aussi, mes Merci, amis, merci. merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.